y a un truc hyper important dans les startups, c'est de savoir à quel point les pivots, c'est courant. Par exemple, Y Combinator, qui est le plus grand accélérateur de startups du monde. Donc, c'est un endroit où les gens qui veulent créer une startup vont passer 3 mois pour améliorer leur startup avant de rencontrer des investisseurs. Il disait dans un tweet récemment, le patron de Y Combinator, que plus de la moitié des startups acceptées à Y Combinator pivotaient pendant les 3 mois de Y Combinator. Et en fait, c'est quand même très très rare de devenir ce que tu commences à être. C'est-à-dire qu'en général, tu as une idée au début, et puis le monde et la réalité viennent te donner du feedback. Normalement, en toute théorie, ça ne devrait pas être un process difficile si tu as la bonne philosophie. La bonne philosophie, c'est quoi ? C'est que quand tu fais quelque chose qui marche, eh ben, tu continues. Et quand tu fais quelque chose qui ne marche pas, tu changes. Et si tu regardes la construction d'une startup, c'est comme un tunnel de changement. Au début, tu changes des gros trucs, donc ton idée. Ensuite, tu changes des petits trucs, ton positionnement. Ensuite, tu changes des plus petits trucs, tes prix par exemple, puis tes features, puis tes employés, puis je sais pas quoi. Et donc en fait, il n'existe pas un cycle dans lequel tu ne dois pas en permanence changer pour t'adapter au monde. Mais le problème souvent, c'est que les gens sont obstinés. Ils ne veulent pas gagner, ils veulent prouver qu'ils ont raison. Et quel est le problème quand on essaie de prouver qu'on a raison ? C'est que la réalité, elle est toujours plus forte. D'ailleurs, si on prend la version enthousiasmante du pivot, il y a quelque chose d'assez dingue, c'est que pivoter, en fait, c'est simplement comme un scientifique qui fait des hypothèses, il teste ses hypothèses, il regarde si elles sont vraies ou pas, et il continue. Et en fait, c'est très 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 proche de la démarche scientifique. Et c'est vrai que cette démarche scientifique, elle peut paraître un peu ennuyeuse. On peut se dire, ah mon Dieu, c'est très chiant de tester les choses, où est l'intuition, où est le geste créatif. Oui, mais moi je voulais plutôt que ce soit comme ça. Mais faire une start-up, c'est pas faire quelque chose pour soi, c'est faire quelque chose pour ses utilisateurs. Alors effectivement, des fois on est son propre utilisateur, c'est pas pratique. Si c'est bon pour nous, c'est bon pour tout le monde. Mais ça demande quand même de se positionner comme client et pas comme fondateur, pas comme décideur. Et le grand Steve Jobs disait qu'un de ses plus grands talents, c'est d'être le client le plus lambda d'Apple. C'est-à-dire qu'il se voyait véritablement comme un client au sein d'Apple, comme quelqu'un qui va prendre des décisions en tant qu'utilisateur normal, lambda. Ni expert, ni ingénieur. Parce qu'il voulait se mettre dans la peau de monsieur et madame tout le monde. Et même si lui n'était pas monsieur et madame tout le monde, lorsqu'il utilisait un ordinateur Apple, il se projetait dans le fait d'être monsieur et madame tout le monde. Donc vraiment, le pivot, ça doit être vu comme quelque chose de naturel, ça doit être vu comme quelque chose de nécessaire à se rapprocher de plus en plus de la réalité et de plus en plus du succès. D'ailleurs, 3 problèmes très courants en francophonie. Problème numéro 1, qui dit pivot dit peur du regard des autres. Ah oui, mais tu changes tout le temps, nanana, bla. Ces gens-là, vous les emmerdez. C'est pas le nombre d'échecs qui compte, c'est la magnitude du succès. Donc, s'il faut changer jusqu'à vraiment trouver quelque chose qui fonctionne, personne ne se souviendra que vous avez fait 20 versions, 100 versions, 30 versions. Deuxième chose, il ne faut pas changer pour changer. C'est vrai que le problème quand on donne des méthodes comme ça aux gens ou des mots, ça devient des marqueurs sociaux. J'ai remarqué, moi, une certaine génération d'entrepreneurs, un peu à la mode, un peu fashion, qui aiment bien dire, ouais, alors notre start-up, elle a pivoté. Normalement, le pivot, c'est quelque chose qu'on fait tellement intensément, tellement fort, tellement rapidement, tellement souvent, on n'a pas le temps d'en parler. On a plusieurs versions de sa start-up et on est juste dans l'actualisation intense de ce qu'on est en train de faire. Donc, c'est pas un marqueur social, c'est pas un truc dont on doit être fier. Non, c'est quelque chose qu'il faut faire naturellement parce que c'est nécessaire. Et puis, le troisième problème avec le pivot,
c'est on va dire, la puissance du pivot. Alors, le pivot, à la blague, à la base, c'est que ça vient du basket. C'est quand je crois qu'au basket, on a le droit de se tourner si on garde un pied à terre. Je suis pas sûr de la règle, mais je crois que c'est un truc comme ça. Oui, c'est ça. On a le droit de bouger comme ça si on garde un pied à terre. Et donc l'idée, c'est qu'on change d'angle stratégique en restant appuyé sur ses fondamentaux. Je pense que ça va pas assez loin, ça va pas assez fort. Il faut parler de quelque chose dont on ne parle pas assez. C'est le pouvoir de la page blanche. Il ne faudrait pas pivoter, il faudrait faire vraiment page blanche. Quitte à reconstruire la même chose d'ailleurs. Disons que si je voulais changer 50% de quelque chose dans une boîte et que je suis au début et qu'il n'y a pas encore de choses vraiment installées, eh ben, j'aurais tendance à tout effacer et reconstruire les 50% parce qu'on ne se rend pas compte à quel point la page blanche, elle est porteuse de pouvoir. D'abord, elle permet de reconstruire en ayant l'expérience d'avoir déjà fait et on reconstruit mieux. La deuxième chose, c'est qu'elle donne l'opportunité d'être vraiment libre dans son positionnement et dans son changement. Et puis, la troisième chose, c'est que la page blanche, ça libère. Ça libère des dettes, ça libère du passé, ça libère des erreurs, ça libère des contraintes. Et donc, il ne faut pas hésiter à y aller à fond. Moi, le jour où j'ai compris le concept de pivot, c'est en lisant un article. Le jour où j'ai compris le concept de pivot, c'est en lisant un article sur, je pense, le roi du pivot malgré lui. Est-ce que vous connaissez le roi du pivot malgré lui? C'est, j'ai oublié son nom, c'est le CEO de Slack, qui s'appelle Jon Stewart. Founder of Slack. Ouais, Jon Stewart, n'importe quoi. Stewart, putain, moi, il est long quand même. Attendez, vous êtes prêts à comment il s'appelle pour de vrai? Stuart Butterfield. Jon Stewart. Jon Stewart, c'est le mec qui fait le Daily Show. Je suis trop con. Ce type a créé une boîte, alors que sans doute vous ne connaissez pas. Est-ce que vous connaissez Flickr? Donc pour les jeunes qui nous regardent. Ah, c'est le réseau social. Flickr, c'était une boîte incroyable. Puisque c'est une des premières boîtes qui va exit après la chute de la bulle Internet. Et le New York Times, à l'époque, titra le retour de la bulle, le début des excès. Et on parle d'une boîte qui a été vendue 40 millions de dollars. Jon Stewart, Flickr, c'était quoi? C'était une plateforme, une sorte de réseau, proto-réseau social, ancêtre des réseaux sociaux, où on postait des photos et on pouvait commenter les photos de ses amis ou les photos d'inconnus. Donc c'était vraiment un réseau social de photos. Jon Stewart, il a créé une boîte à la base pour faire quelque chose de complètement différent. Le but, c'était, on joue à un jeu vidéo, on prend son score en photo, on le poste en ligne et les gens peuvent commenter sur son score. Donc vous voyez l'interface, c'est exactement l'interface de poster des photos, mais sauf que c'est score. Ils vont lancer et ils vont connaître un succès immense de gens qui mettent leurs photos de vacances. Et donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien ils vont les supprimer. Et écrire aux utilisateurs en leur disant bah non, ce n'est pas pour les photos de vacances. Et ils sont en board et ils racontent très fièrement à leurs investisseurs qu'ils ont inventé un algo pour savoir faire la différence entre des scores de jeux vidéo et des photos. Mais que maintenant ils ont un problème, c'est qu'ils ne savent pas comment convaincre les gens de mettre des scores de jeux vidéo et qu'ils vont faire des pivots pour faire mettre truc. Et là, leur invest les regarde et leur dit donc vous êtes en train de me dire qu'il y a des milliers de gens tous les jours qui viennent utiliser votre produit pour quelque chose d'autre que ce que vous aviez imaginé qu'ils servaient. Ils sont contents. Vous préférez les virer pour aller trouver des utilisateurs qui n'existent pas. Bravo les gars. Champion du monde. Serge, t'es un champion. Hein. Et là, Stewart, il raconte qu'il s'est senti vraiment très très con. Mais bon, il a compris très vite
et Flickr est devenu une plateforme de partage de photos sociales. Et ce que j'aime dans ce pivot-là, c'est que c'est pas le pivot qu'on imagine, du type qui s'assoit et réfléchit au monde. Non, le monde lui dit ce qu'il faut faire. Le monde vient, les clients viennent, ils sont même prêts à payer. Vous avez des mecs qui envoyaient des messages en disant « Supprimez pas mes photos, je vous paye ». Et lui, il était là « Mais tu vas mettre un putain de score de jeux vidéo, connard ». Et donc ça, c'est le meilleur des pivots. C'est le pivot d'observation, on va dire. Ensuite, récemment, j'ai vécu on va dire un pivot de sens. Une autre forme de pivot, c'est quand on ne se sent pas aligné avec ce qu'on fait. Parce que c'est intéressant, les gens qui savent rejeter quelque chose de court terme pour quelque chose de plus gros long terme. Donc Alison, avec qui est mon associé dans les repreneuses, la façon dont les repreneuses sont nées, c'est qu'à la base, Alison, je l'ai rencontrée parce que je l'ai coachée dans le cadre d'un séminaire d'Alec Henry. Et pendant cette session de coaching, merci Alec, je l'ai confrontée à un point qui me paraissait évident de l'extérieur, c'est qu'elle n'était pas alignée avec le business dans l'immobilier. Ça la faisait chier. Alors, ça marchait bien, et quelque chose qui marche bien, c'est tentant de le garder. Mais ce que je lui ai expliqué, c'est que ça ne marcherait pas mieux pour deux raisons. La première, c'est qu'elle n'avait pas l'énergie pour vraiment grossir, parce qu'au fond, ça ne lui plaisait pas. Et deuxièmement, en termes d'opportunités économiques, c'est limité. On peut faire une petite PME, on peut peut-être gagner 1 million par an, mais on ne devient pas extrêmement riche. Mais par contre, je voyais une autre idée, une autre vision, qui était un autre marché, qui lui était un marché beaucoup plus gros. Et ce qui m'a fasciné chez Alison, c'est la vitesse à laquelle elle va pivoter, pour une simple raison de sens. Je veux faire quelque chose de très ambitieux. Je suis bloqué dans quelque chose qui marche, mais qui n'est pas ambitieux. En plus, c'est pas finalement au fond aligné avec qui je suis. Donc, vas-y, on efface tout et on recommence. Et en moins d'une semaine, elle a vendu sa boîte à son associé et elle est repartie d'une feuille blanche et elle a plongé. Et quand on est aligné, il se passe des trucs magiques. Et ça, c'est un point qu'on ne répète pas assez, c'est que success is obvious. Premier jour hier de travail sur cette nouvelle idée. Premier closing de client alors que le produit n'est pas prêt et qu'il n'y a rien du tout. Pourquoi ? Parce que quand on fait quelque chose qui a un vrai product market fit, les gens, ils n'attendent pas. Ils viennent, ils font. Success is obvious. Il y a des débats sur qu'est-ce qu'un échec. Il n'y a jamais de débat sur qu'est-ce qu'un succès. C'est vraiment un point très important des pivots. C'est qu'on sent tout de suite quand on pivote si on a pivoté sur quelque chose d'intéressant ou pas. Et puis, peut-être la troisième anecdote de pivot intéressante, c'est les pivots de localisation. Il y a une boîte dans le portefeuille de The Family qui cartonne, qui s'appelle Emma. Emma, c'est une boîte qui fait un logiciel d'agrégation de comptes et de gestion de patrimoine. Quand j'ai rencontré Emma, c'est deux Italiens qui vivaient à Berlin et qui avaient lancé leur boîte à Berlin, en Allemagne. Première séance, ils me disent, on a un très gros problème, c'est qu'on n'arrive pas à avoir de term of use que nos clients aiment bien. Moi, à l'époque, en 10 ans de start-up, j'avais jamais entendu une phrase pareille. Et je rigole en disant, mais non, mais personne ne lit les termes of use, qu'est-ce que vous racontez ? Et je me souviens toute ma vie, parce que le mec de Emma, c'est un Italien un peu désagréable. Il tourne son ordinateur comme ça. Et elle me dit, look here. Et je regarde comme ça, et je vois le graphe de Google Analytics qui montre le pourcentage de gens où ils cliquent après la première page. Et tu as un truc du genre 40% des gens qui cliquent sur Term of Use avant de faire quoi que ce soit sur le site. Et donc il me dit, qu'est-ce qu'on fait ? Il faut, we need Term of Use, we need lawyer, we need raise money to buy lawyer, to pay lawyer. Et je lui dis, mais non, mais n'importe quoi, tu as besoin de changer de pays.
Je lui dis, écoute, je ne savais pas pourquoi en Allemagne, personne n'arrivait à lancer de start-up. Maintenant, je le sais. Donc en fait, je ne sais même pas pourquoi tu es là. Tu n'es même pas allemand. Tu es italien. Tu ne vas jamais te faire respecter. Un Italien qui prend tes données bancaires, je pense que les Allemands, ils se disent, c'est un voleur. Tu vois. C'est pour ça qu'ils cherchent les termes fuse. Donc moi, je te conseille, va à Londres. Bah, it's stupid. I think we find solution et tout. Bon, peu importe. Il passe 3 mois à itérer. Et au bout de 3 mois, il est dégoûté du marché italien, du marché allemand, il n'en peut plus et tout. Et il lance en Angleterre, et il fait plus d'utilisateurs en une journée en Angleterre qu'en 1 an et demi de travail en Allemagne. Des fois, on n'est juste pas au bon endroit. Et les pivots de localisation sont des pivots très 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 sous-estimés. Et c'est pour ça, je finirai cette petite vidéo avec tonton Ous, avec un petit conseil. Dissocier l'endroit où vous vivez de l'endroit où vous travaillez, de l'endroit où vous avez vos clients. Vous pouvez très bien vivre en France, avoir des employés, je sais pas, en Indonésie et des clients aux US. Arbitrer mondialement. On est à l'ère de l'IA, on est à l'ère du remote, on est à l'ère de l'Internet. Il n'y a aucune raison de subir le pays dans lequel vous vivez. Et surtout, vous qui regardez cette vidéo, vous qui êtes français, vous n'avez pas besoin de subir la France. La France ne vous veut pas du bien. Et si vous voulez participer à sauver la grandeur française, à l'âme éternelle française, eh ben, le meilleur moyen de faire ça, c'est de gagner du pognon. Et le meilleur moyen de gagner du pognon, lorsqu'on fait une start-up, c'est de vendre aux US. Les US, dans 99% des cas, sont le meilleur marché pour lancer une start-up. Donc, n'hésitez pas.